Au départ, c'était juste une idée, un rêve presque fou. Un rêve qui, peu à peu, a pris racine, jusqu'à en devenir un projet bien réel. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la chronique d'une villa romaine, le podcast vidéo où je vous emmène découvrir l'aventure du projet Réa Villa Antique. Réa, c'est l'acronyme de Reconstitution historique et expérimentation archéologique. C'est aussi le nom de l'association qui porte ce projet ambitieux depuis plus de 5 ans maintenant. Alors, en une phrase, que faisons-nous ? Eh bien, nous voulons construire une villa romaine avec les techniques et les méthodes de l'Antiquité. Ceux qui auront pensé au château de Guédelon ne s'y seront pas trompés. C'est en partie ce chantier qui nous a donné l'envie de concrétiser ce rêve un peu fou. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans ce premier épisode, nous allons planter le décor. Pourquoi ce projet ? Où va-t-il prendre vie ? Et surtout, par où commencer quand on veut bâtir à la romaine ? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors bienvenue dans l'aventure Réa Villa Antique. Alors déjà, c'est qui nous ? Nous, c'est un petit groupe d'étudiants en archéologie, pour certains fraîchement débarqués dans le monde du travail, dans des services archéologiques de villes, de départements ou d'entreprises privées, et pour d'autres, toujours plongés dans les études pour approfondir leur sujet de recherche. Nous sommes en 2017 et c'est à ce moment-là que les premières graines du projet ont commencé à germer. Pour être tout à fait honnête avec vous, au tout début, il n'était pas encore question de construire une villa romaine. Non, à l'origine, l'idée, c'était un bar inspiré de l'Antiquité. Un lieu où l'on servirait des boissons aux consonances antiques. À l'époque, nous avions surtout deux choses. Des connaissances solides en histoire antique et en archéologie, et une expertise tout aussi pointue des bars d'Aix-en-Provence. Et on voulait réunir tout ça. Alors oui, dit comme ça peut prêter à sourire. Mais derrière cette idée, il y avait quelque chose de plus profond. Une envie qui nous rassemblait, celle de bâtir, de réunir et de partager. Durant ces fameuses réunions dans ces bars d'Aix-en-Provence, on a beaucoup discuté, débattu, rêvé aussi. Nos projets ont changé, varié, mais une idée, une envie est toujours restée là, en filigrane. Bâtir, réunir et partager, autour de l'histoire et de l'archéologie. Et puis un jour, quelqu'un a lancé cette phrase. Et si on construisait une villa romaine ? Mais pas juste un pressoir, hein. Pas un atelier de forge, ni un petit coin de domus. Non. Une villa complète, un vrai chantier de A à Z. Alors oui, dit comme ça paraissait un peu fou. Mais pas complètement irréaliste non plus, car on avait déjà ce fameux modèle en tête, le château de Guédelon. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Guédelon c'est un projet de construction d'un château fort du XIIIe siècle. Bâti avec les techniques médiévales, à la main, pierre après pierre. C'est dans l'Yonne, et ça a commencé au début des années 2000. Au début, eux aussi ont galéré. C'était les premiers à tenter un chantier historique de cette ampleur. Mais aujourd'hui, c'est un lieu incroyable, vivant, passionnant. Et si un jour vous passez dans la région, je vous recommande vivement d'y faire un tour. Bon, revenons à notre villa. On voulait donc faire ça. Construire une villa romaine. On connaissait déjà pas mal de choses sur les techniques anciennes grâce à l'archéologie et aux études d'architecture. Mais entre connaître et faire, il y a un monde. Qui, parmi nous, savait vraiment tailler une pierre ? Qui savait la poser ? Monter un mur ? Fabriquer des briques ? Et pour ça, il allait nous falloir bien plus qu'un plan. Un charpentier pour les échafaudages, un taillandier pour les outils. Mais quels outils exactement ? Et quels outils les Romains n'avaient-ils pas encore à cette époque ? Très vite, on s'est retrouvé face à des dizaines, puis des centaines de questions. Et encore, là je ne vous parle que de la construction. Parce qu'une villa, ça ne se construit pas n'importe où. Et ça, c'était la prochaine grande question. Où allions-nous bâtir notre villa romaine ? Avant même de chercher un terrain, on a encore beaucoup discuté. Et pour vous faire une autre petite confession, on a très longtemps hésité avant de réellement se lancer.
Je crois qu'on a eu peur. Peur de l'ampleur du projet, peur de ne pas être à la hauteur. On s'est demandé si on y arriverait, si on ne ferait pas mieux de continuer tranquillement nos boulots respectifs et de mener nos vies calmement et sûrement. Je pense que c'est un passage obligé pour beaucoup de porteurs de projets. Il y a le vertige du début, la peur de l'inconnu, le doute sur ses propres capacités, et cette petite voix qui ne cesse de dire « Et si tu te plantes ?» Mais notre chance, c'est que nous étions plusieurs. On n'était pas seuls à rêver. Et même si on ne savait pas encore exactement comment on allait s'y prendre, une chose était sûre, la graine était plantée. Et puis, il y a eu un déclic. Au début de l'été 2019, on s'est réunis, on a encore discuté, mais ce jour-là, on a franchi une étape. On a envoyé une demande de création d'association. Et le 12 juillet 2019, Réa était née. À partir de ce moment-là, on a commencé à se répartir les tâches, histoire de structurer un peu le projet. On s'est renseigné sur l'organisation des associations, et on a même repéré des avocats qui proposaient des permanences juridiques gratuites. L'occasion parfaite de poser toutes nos questions à moindre frais. Alors j'espère qu'ils nous pardonneront d'avoir un petit peu profité du système, mais bon, il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de fonds au départ, sûrement à cause de nos trop nombreuses réunions dans les bars d'Aix-en-Provence. Finalement, petit à petit, on a commencé à comprendre les rouages administratifs, et l'association a accueilli ses premiers membres. Évidemment, c'était surtout nos familles et nos amis. D'ailleurs, j'en profite ici pour remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont été là, dès les premiers balbutiements du projet. Ils ont été des oreilles attentives et souvent de bons conseils. Mais malgré tout ce travail, on nous posait régulièrement la question « Mais est-ce que ça peut vraiment marcher votre projet ?» Et c'est vrai, savoir si son projet est réaliste, si ça tient la route, c'est la base. Alors on a commencé à rencontrer des architectes, des archéologues, des directeurs et directrices de sites patrimoniaux et même des banquiers. On voulait des retours concrets. On voulait savoir si ce qu'on imaginait pouvait tenir debout, au propre comme au figuré d'ailleurs. Et pour ça, on nous a dit, eh bien, faites une étude de marché. Alors de loin, on savait vaguement ce que c'était. On a trouvé pas mal de documentation, on s'est renseigné, mais surtout on a été aidé pour l'élaborer, et pour trouver des personnes prêtes à y répondre. Pour que l'étude soit représentative, il nous fallait environ 1000 réponses. Évidemment, il ne fallait pas que ce soit uniquement nos amis qui travaillaient eux aussi dans la culture ou l'archéologie, parce que là forcément on aurait eu 100% d'avis favorables. Non, ce qu'on voulait savoir, c'était ce que monsieur et madame tout le monde pensaient de cette idée. Alors on a lancé un questionnaire, et on l'a envoyé partout. Mais vraiment, partout. Sur des groupes de botanique, des forums de supporters, des associations diverses et variées. Et on a même été sur le cours Mirabeau. On arrêtait les passants pour leur dire « Salut, t'as 2 minutes ?» Et le résultat, eh bien un panel vraiment représentatif de la population française. Et les réponses, eh bien elles ont été très positives. On avait même prévu une case de libre pour les suggestions, afin d'orienter le projet selon les attentes du public. Mais bon, on n'a pas retenu toutes les suggestions, notamment celle de cette dame de Brielle-sur-Barze qui nous a proposé d'organiser les Jeux Olympiques, ou ce monsieur de Clermont-Ferrand qui, lui, rêvait de fêtes romaines nocturnes. Mais dans l'ensemble, on a reçu énormément de messages d'encouragement. Et franchement, ça nous a fait chaud au cœur. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont pris 2 minutes pour y répondre. Bon alors, si on résume, on a notre idée. Une équipe motivée et un projet qui semble tenir la route sur le papier. Et je sais que vous vous posez tous la question, mais où va-t-elle se construire cette villa romaine ? À cette question, qu'est-ce qu'on l'a entendu au début ? Et honnêtement, on n'en avait aucune idée. Alors on a entamé cette étape, comme les autres, méthodiquement. Je vais vous raconter maintenant comment on a trouvé le terrain, et surtout, pourquoi on l'a choisi. Parce que vous allez le voir, ce lieu, il n'a pas été choisi au hasard, et il a été déterminant pour la suite du projet. Dans un premier temps, on s'est dit qu'il nous fallait une liste de critères.
Un peu comme quand on cherche un appartement ou une maison à acheter. Sauf que nos critères, à nous, on pouvait les classer en deux grandes catégories. Les critères modernes et les critères antiques. Parce que ce projet, il a une double exigence. Il doit s'approcher le plus possible d'une réalité historique, tout en étant viable dans notre monde contemporain. En clair, il doit pouvoir se suffire à lui-même, accueillir des visiteurs en toute sécurité et offrir une expérience d'immersion dans l'Antiquité romaine, sans que cela ne vire au parcours du combattant. Dans les critères modernes, il y avait d'abord l'accessibilité. Il fallait un terrain que l'on puisse rejoindre facilement, pas trop isolé, parce que si les visiteurs doivent faire 10 minutes de piste cabossée pour venir, on sait très bien que beaucoup feront demi-tour. Or, ce sont les visiteurs qui feront vivre ce projet. Et il fallait aussi un terrain assez grand pour accueillir la villa, mais également les structures d'accueil modernes, sanitaires, zones de repos, sécurité, etc. Le chantier, lui-même, ne nécessitera pas d'électricité. Mais il nous fallait quand même prévoir un raccordement pour le reste et puis accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Et même si des solutions existent, comme les panneaux solaires, on ne pouvait pas non plus s'isoler totalement. A l'inverse, si le site était trop proche de la modernité, avec une autoroute ou une ligne de train en fond sonore, on aurait perdu l'essence même du projet. Vous faire vivre une immersion dans le monde romain. Il fallait donc trouver un entre-deux, un équilibre. Et puis, il y avait les critères antiques, ce que les Romains eux-mêmes auraient regardé pour installer une villa de ce type. Un terrain relativement plat, mais avec une légère pente, si possible, pour la gestion des eaux. Un accès à l'eau, évidemment, était fondamental. Des surfaces cultivables, parce qu'une villa romaine, c'est d'abord un domaine agricole. Et la présence de ressources locales, du bois, de la pierre ou encore de l'argile. Alors évidemment, dans les faits, tout cela peut varier. Les Romains savaient s'adapter aux contraintes, et certaines villas répondaient à certains critères, mais pas à d'autres. Il y a une diversité dans les formes, les typologies, mais globalement, une même trame revient. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais vous l'aurez compris, il a fallu composer avec ces deux mondes pour trouver le bon lieu. Une fois cette liste définie, on a commencé nos recherches. D'abord, on a fait comme tout le monde, on est allé sur les sites de vente de terrain, on a repéré des annonces, on a visité, mais les prix étaient souvent trop élevés. Cette piste-là est devenue trop compliquée. Alors on a activé nos contacts. On a parlé autour de nous, on a contacté des personnes dans les institutions publiques, qui eux nous ont orientés vers certaines communes, qui pouvaient être intéressées par le projet. Ensuite on les a démarchés, une par une. On leur a présenté le projet, notre vision, nos envies, et l'une d'elles s'est montrée très vite intéressée. Il s'agit de la commune de Pourrières, dans le Var. Après une première présentation à la mairie, on a été rappelé pour un second rendez-vous. Cette fois-ci, l'accueil était encore plus chaleureux. On a senti le maire et ses adjoints vraiment enthousiasmés par l'idée. On a pris le temps d'échanger en profondeur, et au fil de la discussion, on a découvert une commune attachée à son terroir, à son patrimoine et à son histoire. Et puis, à la fin de la réunion, un geste. Une carte a été sortie, un doigt s'est posé sur un point. Ici, il y aurait peut-être une possibilité. Ces terrains appartiennent à la commune et ils semblent correspondre au moins en partie à vos critères. Sur le papier en tout cas, ça semblait prometteur. On a analysé le secteur, recoupé avec notre fameuse liste de critères, discuté entre nous, et tout concordait. Ce terrain-là, il avait du potentiel. Quelques jours plus tard, le rendez-vous était pris pour une première visite sur site. Nous sommes restés prudents. On s'est retenu de trop y croire tout de suite. Il faut dire qu'on avait déjà visité pas mal de sites, et on savait qu'il valait mieux ne pas trop s'emballer. Mais ce terrain-là, il avait une particularité. Un petit détail qui, dès le départ, a attiré notre attention. Et ce détail, je vous le dévoilerai dans le prochain épisode, où je vous emmènerai avec moi découvrir ce fameux terrain. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, ce qui pourrait être amélioré ou les aspects du projet que vous aimeriez voir développer. L'idée, avec ce podcast, c'est de vous faire vivre cette aventure de l'intérieur, épisode après épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt.